Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 72. 1972, c'est l'année de la sortie d'un des plus grands films de tous les temps. J'ai nommé Le Parrain de Francis Ford Coppola avec Al Pacino et Marlon Brando, un chef-d'œuvre récompensé par 3 Oscars. Au sommaire de l'émission ce soir, les autorités israéliennes se préparent à une possible aggravation de la situation sécuritaire à la frontière nord. Le commandement du front intérieur durcit les consignes de sécurité. Le compte à rebours est-il lancé avant une nouvelle guerre contre le Hezbollah? Ça se débat. Mon acolyte Laura Mouyal a sélectionné 4 informations croustillantes pour bien démarrer la semaine avec un tour de l'info, saveur piment rouge. Yair Lapid a la peine dans les sondages, s'allie avec Naftali Bennett pour éviter de disparaître après les élections. Cette alliance au centre-gauche va-t-elle bouleverser la vie politique israélienne? Ça se débat aussi. Le premier épisode de son documentaire tourné en Israël sur le 7 octobre est disponible sur YouTube. Lucas Moulard sera notre invité lors de l'interview du Tac au Tac. Julien Assal est le surveillant le plus drôle de France. J'aurais aimé qu'il me surveille en permanence quand j'étais en 4e et que le professeur de mathématiques était absent. Rendez-vous à 21h54 pour la carte blanche. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Bah allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 72, en compagnie de Marilyn Smadja. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Raphaël, bonsoir David. Comment allez-vous? Rachel, Yael. Très bien, on est en train de préparer le 11e événement de Raison Garder Israël avec une journaliste que vous connaissez, Myriam Shermer, qui est souvent sur les plateaux de I24. Elle présente son livre Knesset 2026. Alors à propos des élections, ça tombait bien, donc on s'est dit, avant les élections, on va essayer de réfléchir plus profondément à la politique israélienne qui est complexe. Et donc, en fait, on est complet aussi, je voulais le dire, mais on a commencé une liste d'attente. Voilà. Bravo. Je vous fais réagir à une petite information comme ça pour le début de l'émission. J'imagine que vous avez vu cette information. Le commentateur sportif égyptien Ali Mohamed Ali, qui intervient sur la chaîne internationale beIN Sport, basée au Qatar, a suscité la polémique en décidant de boycotter le gardien de but israélien Daniel Peretz de Southampton lors d'un match contre Manchester City et de ne jamais mentionner son nom lors du match. Qu'en pensez-vous? Je pense que de toutes les manières, chaque fois qu'on boycotte Israël, on est dans l'inversion de la réalité, parce que avec tout ce que Israël a fait, du disque conquis à toute la recherche scientifique, la santé, etc., si on doit boycotter Israël, le monde tournera beaucoup moins bien. Donc, ni le sport, ni la culture, en plus, je l'ai toujours dit, c'est des choses qui devraient rassembler au lieu de diviser. En face de vous, David Antonelli. Bonsoir David. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous? Ça va très bien. Nous vivons dans un monde de fous. Donald Trump a prononcé ces mots lors d'une interview quelques heures après l'attaque à Washington. Est-ce que nous vivons dans un monde de fous, David Antonelli? Semblerait-il. Mais j'ai l'impression que ça vient toujours du même côté. C'est parce que c'est pas la première fois que malheureusement le président américain est victime d'une tentative d'assassinat. Mais ça prouve que finalement les voix qui sembleraient se présenter sous couvert d'humanisme et en critiquant Trump en disant que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux pour la démocratie, on voit que finalement, depuis qu'il est en place, c'est lui qui est visé et qui a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Et à Paris, je salue Yael Lerrer. Bonsoir Yael, comment allez-vous? Bonsoir. Yael, une information un peu légère pour commencer cette émission. Tel Aviv figure parmi les 10 destinations internationales ayant enregistré la plus forte progression de recherche aux États-Unis pour l'été prochain, selon les dernières données publiées par Google. Est-ce que vous comprenez cet engouement des Américains pour des vacances à Tel Aviv? Ça me semble un peu bizarre. C'était résultat, peut-être c'était dans les recherches, mais plutôt il n'y a pas de vols. C'est-à-dire on a un vrai problème aussi pour les Israéliens et qui vont partir en vacances, qui vont voir la famille aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Toutes les compagnies aériennes mondiales, ils ne sont pas retournés, sauf quelques-uns. On a un vrai problème, c'est-à-dire c'est très isolé. Et évidemment,
à cause de cette guerre qui est complètement folle, on a parlé des 7 mois de fou en Iran, alors les prix sont très très chers, il y aura moins de vols partout dans le monde, il y aura évidemment moins de vols d'Israël. Les vols, j'imagine que beaucoup de téléspectateurs, ils ont déjà regardé pour visiter, pour venir en France, pour aller là-bas. Les prix sont hyper chers. Alors, je le trouve un peu bizarre et peut-être, je ne sais pas pour quelle raison il y a cette recherche-là. C'est vrai. Mais c'est évidemment, et c'est pas possible, particulièrement parce que les compagnies aériennes américaines sont les dernières à revenir. C'est-à-dire même quand Air France revient et les compagnies aériennes du Golfe, etc., c'est les Américaines et malgré la politique, il ne revient jamais, très très tard. Bon, on verra le taux de tourisme cet été à Tel Aviv si les plages seront remplies. J'adore Tel Aviv, je trouve que c'est une ville extraordinaire, diverse, qui représente aussi bien que Jérusalem, Israël et les autres villes. Mais nous qui vivons à Tel Aviv, parfois on ne réalise pas la chance qu'on a de vivre à Tel Aviv. Quand on voit une ville avec tellement de liberté, tellement la mer, les gens qui sortent, alors que financièrement, en fait c'est ce que j'ai expliqué, à Tel Aviv on sort beaucoup, mais nos loisirs ne coûtent pas cher, parce que de manger un falafel, donc venez en Israël, venez à Tel Aviv par bateau, par ce que vous voulez, mais venez. Voilà, c'est un pays magnifique et une ville magnifique. La promotion de Tel Aviv par Marilyn Smadja. Mais j'aime mon pays. Et à vos côtés, il y a Yael, je salue Rachel Bourlier. Bonsoir Rachel, comment allez-vous ? Bonsoir. Alors moi juste, vous savez très bien Raphaël, nous avons un point commun, notre passion du foot. Et donc rapidement une petite réaction sur l'information qu'a commenté Marilyn Smadja. Si ça avait été l'inverse, si un commentateur avait fait la même chose avec un joueur portant le prénom du commentateur, exactement. Imaginez les réactions que ça aurait pu provoquer. Et là, je en trouve Israël, que les commentateurs ne font pas ça. Ça passe de manière assez... Voilà, donc et Rachel, je trouve ça mais quand même indécent et scandaleux. Et je crois savoir, Rachel, que vous avez un livre à recommander à nos téléspectateurs ce soir. Ah là là, mais un coup de cœur. Dans la famille Bruel-Sters, et ben voilà, le talent est héréditaire. Alors, je l'ai oublié à la maison, mais vous avez l'affiche. Voilà, la cité intérieure d'Oscar Bruel, qui utilise comme métaphore d'une ville pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Et c'est formidable parce qu'en fait, il utilise les neurosciences, il les mêle au bien-être. Et si vous avez envie de vous sentir bien et de comprendre comment ça fonctionne dans notre cerveau pour découvrir nos émotions et désamorcer et changer les choses, eh bien, lisez-le. Vous allez voir, il a vulgarisé les neurosciences. Merci beaucoup, Rachel. On comprend mieux les choses, on arrive à nous programmer, nous déprogrammer, nous reprogrammer. Et il fait ça très très bien, c'est un truc de dingue. Et Oscar, il est jeune, il a une vingtaine d'années. On recommande ce livre d'Oscar Bruel. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission de jeudi. À la question « Croyez-vous en une paix des peuples entre Israéliens et Libanais ?» Vous êtes d'accord à 68% avec Michel Mimran. Et à la question « Naftali Bennett a-t-il été trop loin dans ses attaques contre les Juifs orthodoxes en Israël ?» Vous êtes d'accord à 59%. C'est plus serré avec Laurent Ayache. Je vous propose tout de suite de rejoindre notre envoyé spécial au nord d'Israël. Bonsoir Mathieu Winding. Bonsoir Raphaël. Vous êtes à la frontière entre Israël et le Liban, dans le nord du pays. Alors aujourd'hui, le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, persiste et signe « Le Hezbollah ne déposera pas les armes ». Oui, Raphaël, le chef de l'organisation terroriste chiite a multiplié les déclarations belliqueuses. Non seulement il nous explique que le Hezbollah est fort, mais il est, selon lui, invincible. Le Naïm Qassem s'est également adressé au gouvernement libanais. Il s'oppose catégoriquement à toute négociation directe avec Israël. Pour ce qui concerne Israël, il menace donc Israël d'envoyer des kamikazes. Et depuis Jérusalem, Benjamin Netanyahou, lui, estime que le Hezbollah n'a plus que 10% de son arsenal d'avant-guerre. Le Premier ministre explique qu'une fois que deux problèmes sont réglés, à savoir celui de certains missiles et des drones, le règlement politique pourra être envisagé. Merci beaucoup Mathieu Winding pour toutes ces informations. Et d'ailleurs, ces informations, elles ont évidemment inspiré l'équipe de Ça se débat. Et nous avons posé 7 questions à nos invités.
Souhaitez-vous une reprise de la guerre entre Israël et le Hezbollah? David Antonelli a répondu oui. Yael Lerer a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 72, face à face, numéro 1. Concentration, c'est parti. David, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Yael à Paris, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après David Antonelli. Est-ce que tout le monde est prêt? Je demande ça à vous, mais je demande ça aussi à mon équipe dans l'oreillette. Est-ce que tout le monde est prêt? Très bien, on est prêt. David, 1 minute, c'est à vous. Alors oui, c'est une grande nécessité de reprendre la guerre avec le Hezbollah. On a entendu tout à l'heure, lorsque vous avez interviewé cet envoyé spécial au nord du Liban, je crois que les données sont claires. On a un Hezbollah qui ne veut pas déposer les armes. On a une violation de cessez-le-feu en permanence depuis plusieurs semaines. Et donc, ça serait complètement impensable et d'une dangerosité absolue pour la sécurité d'Israël de laisser le Hezbollah, surtout que, comme l'a dit notre Premier ministre, semblerait-il que le travail est effectué à 70 à 80%. Il ne reste pratiquement plus d'infrastructures pour le Hezbollah ou de capacité de nuisance. Donc je pense qu'il faut terminer le travail. Il en va de la sécurité d'Israël. Et après le rugissement du lion, la morsure du lion pour abattre la proie de manière définitive. C'est ce que j'espère, que le Hezbollah tombera définitivement et qu'on aura enfin la paix et la sécurité dans le nord d'Israël pour tous les habitants et pour nous aussi. Merci beaucoup, David Antonelli. Yael Lerer, c'est à vous. En fait, moi, je ne comprends pas comment on veut faire vraiment encore une guerre. C'est la machine de guerre israélienne, elle n'arrête jamais. Apparemment, c'est l'intérêt politique de Netanyahou et son gouvernement. Mais moi, je pense aux civils, je pense aux citoyens israéliens, je pense aux Libanais. Il y avait 2521 mortes au Liban depuis le 2 mars. On a tué une centaine de sécuristes, de personnel de santé. On tue des journalistes. Israël fait les crimes de guerre assumés. On publie sur les réseaux sociaux, l'armée israélienne, on rase les villages. C'est des crimes de guerre selon la loi internationale. Et en plus, il y a des soldats israéliens qui sont tués tous les jours. Alors Israël sacrifie, Israël se suicide, Israël fait les crimes de guerre. Et pour qui et pourquoi? Pour quel intérêt politique? Merci beaucoup à tous les deux pour ce premier face-à-face de l'émission. Marilyn Smadja, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec David Antonelli, Yael Lerer, ou vous allez me dire raison gardée, je suis au milieu? D'abord, raison gardée, évidemment, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que 61% des Israéliens, il y a eu un sondage du centre de recherche INESIS, qui est très, très connu, je collabore avec eux aussi, qui dit que 61% des Israéliens sont contre les derniers cessez-le-feu et seulement 29% sont pour. Mais pour des raisons, pas pour la folie que Mme Lerer a décrite, et certainement pas des crimes de guerre d'Israël. On se défend des crimes de guerre de nos ennemis qui veulent détruire Israël. Je veux dire, là, il y a vraiment une inversion de la réalité affolante qui vient d'être dite maintenant. Et donc, en fait, les Israéliens disent une chose très simple. Ils disent, ces cessez-le-feu, en fait, n'existe pas vraiment. De facto, c'est un petit peu ce que David a dit. D'ailleurs, aujourd'hui, on a vu, il y a un durcissement des consignes. Demain, les enfants du Nord n'iront pas à l'école, tous ceux qui sont à 7 km 5. Donc, en fait, il n'y a pas le cessez-le-feu. Et en plus, ce qui est archi faux aussi dans ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas en guerre avec le Liban ou avec les Libanais. On est en guerre avec le Hezbollah. Et nous, ce qu'on veut, c'est le désarmement du Hezbollah. En fait, on a un accord déjà avec le Liban depuis 80, je pense, si je ne me trompe pas, David. Donc, on est en accord déjà. Il faut qu'on renforce cet accord. Mais il faut que le Hezbollah se désarme, il faut que le Hamas se désarme, l'axe du mal, l'Iran se désarme. C'est ça ce qu'on veut, c'est tout. Rachel Donc, il faut arrêter les mensonges. On a entendu Matthew Winding depuis le nord d'Israël, et non pas depuis le nord du Liban, David Antonelli. Ça peut créer la confusion chez nos téléspectateurs. Naïm Kassem, il assure que le Hezbollah demeure fort et impossible à vaincre. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'a pas un peu raison, Naïm Kassem, quand on voit qu'Israël est en guerre contre le Hezbollah depuis des décennies et des décennies? On se souvient du conflit en 2006 et d'autres conflits par la suite. On n'arrive pas à vaincre le Hezbollah. Mais parce que le Hezbollah, on le sait,
c'est la petite sœur, c'est le petit frère de l'Iran. Mais là, la condition indispensable pour la sécurité d'Israël, c'est de détruire totalement le Hezbollah. Et on le voit, tout est lié, en effet. Si Israël et les États-Unis arrivent à vaincre le régime, bien sûr, des mollahs en Iran, et tout en continuant à détruire le groupe terroriste du Hezbollah, eh bien, non seulement Israël pourra être en sécurité, mais ça donnera également la possibilité de retrouver un Liban libre. Comme l'a très justement dit Marilyn Smadja, Israël n'est pas en guerre avec le peuple libanais, mais avec ce groupe terroriste. Et ce qui est quand même fou, c'est que l'Iran a pris justement en otage le Liban en mêlant justement le cessez-le-feu, la guerre, en disant le Liban fait partie des enjeux. Ça prouve bien que le Hezbollah est totalement lié et que Israël n'a pas d'autre alternative que de détruire. Et moi, je pense qu'Israël est très très proche de la destruction de ce groupe terroriste. Merci à tous les quatre pour ce premier débat. Raphaël, citer le président libanais aujourd'hui et son courage. Je le cite. Il a répondu au leader du Hezbollah, donc Qassem. Il lui a dit « traître n'est pas celui qui négocie, entre parenthèses, avec Israël. Le traître est celui qui prend son propre pays en otage au service d'intérêts étrangers. » C'est pas seulement Rachel qui le dit, c'est le président libanais. Yael répond. En négociation avec Israël. Yael, vous répondez et on avance. Allez-y, Yael. Non, mais c'est juste très bien. C'est-à-dire, il y a une contradiction. C'est-à-dire, si on est pour la négociation, moi je suis pour la négociation. Moi je pense que la seule manière d'y arriver, c'est par des négociations. Partout, pas par la guerre. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est la guerre. Alors décidez. C'est-à-dire, je vois que Marilyn, et vous citez le président Michel Aoun, qui veut négocier avec Israël. Alors, moi, je suis pour la négociation. Moi, je ne suis pas pour Hezbollah. Ils ne sont pas mes copains. Évidemment. Mais je pense que la chose à faire, c'est négocier. Merci. Et en même temps, et ce qui est important, on abandonne complètement les résidents du nord d'Israël. Alors, il y a une majorité des Israéliens qui croient qu'on peut vraiment éradiquer Hezbollah. C'est un problème des médias, c'est un problème, mais ça va jamais arriver. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est on rase des villages, on fait des crimes de guerre, on fait des trucs, et ça va jamais. Et on ne va jamais y arriver. C'est-à-dire, c'est un truc qui est problématique moralement, mais même si on accepte les raisons d'être israéliens, ça ne va pas marcher. Merci à tous les quatre. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez voter sur le compte Instagram de I24 News si vous êtes d'accord avec David Antonelli et Yael Lerer. Je donnerai les résultats de cette consultation demain en ouverture de l'émission. Et si vous pouvez vous abonner au compte Instagram d'I24 News en français au passage, vous le faites avec grand plaisir, ça ne coûte rien. Merci à tous les quatre pour ce premier débat. C'est maintenant l'heure du tour de l'info. Marilyn Smadja, je commence avec vous pour votre information qui concerne l'actualité israélienne et une actualité triste. Malheureusement, Benjamin Netanyahou a réagi au meurtre d'un employé de pizzeria la semaine dernière par un groupe d'adolescents promettant d'agir au niveau de l'application de la loi ainsi que dans l'éducation. Je cite, « J'ai été choqué par l'odieux meurtre commis à Petah Tikva », a déclaré le Premier ministre en ouverture de la réunion hebdomadaire du cabinet. Il a ensuite rencontré le ministre de l'Éducation, Yoav Kish, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, pour évoquer cet incident. Quelques heures auparavant, sur I24 News, sur le plateau des décrypteurs, on avait Sarah Belansky, qui est une psychothérapeute et qui a évoqué ce sujet avec Myriam Aman sur cette jeunesse qui vit depuis le Covid et depuis la guerre, etc., dans des périodes très longues sans éducation de la part de l'école, parce que les écoles sont fermées. Comment vous avez réagi déjà en apprenant cette terrible nouvelle et quelles sont, selon vous, les quelques solutions qu'on peut apporter pour remettre cette jeunesse désœuvrée, isolée et violente dans le droit chemin? D'abord, en tant que professeure d'université et chercheuse dans les domaines de l'éducation, je me sens a priori concernée.
Je veux dire, déjà, en tant qu'Israélienne, évidemment, parce que c'est un meurtre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, ce n'est pas un simple incident. Il y a une vraie montée de la violence et elle commence à la Knesset, les exemples qu'on a, avec des ministres comme Ben Gvir et qui parlent avec beaucoup de violence et qui justifient leur propre violence. Donc déjà, les exemples sont très importants. Et en plus, on parle d'éducation. Il faut travailler et sur l'exemple à la Knesset, les politiques, et sur l'éducation. Donc ça, c'est vraiment les deux points. Quant à M. Netanyahou, il a réagi 3 jours après seulement à ce meurtre inadmissible. Il y a quand même plusieurs jeunes. C'est pas seulement qu'ils ont tué à couteau, ils l'ont battu à mort. Et en plus, aujourd'hui, il y a eu le commandant, donc Dani Lévy, qui est parti à la Shiva, donc de la famille, et qui a dit il faut comprendre les jeunes, en gros, ce que votre psychologue a dit, post-traumatisme après le Covid, les guerres, etc. Non, il n'y a pas de justification. À raison gardée, on ne justifie pas la violence, on la condamne, il faut la traiter à la racine. Et donc, je pense vraiment... Mais comment la traiter à la racine lorsque, par exemple, les à la jeunes... racine, déjà les bons exemples. Déjà, on doit donner, nous, en tant qu'adultes, tous les adultes, et évidemment les politiques, Oui, pour qui on parle aussi du rythme de travail des parents, qui en Israël, l'école finit tôt, Oui. les parents travaillent, bien les sûr. jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ils sont dans des phénomènes de bande. Pas vraiment, parce qu'il y a une société, il faut comprendre aussi que la société israélienne est aussi très unie. Et donc les jeunes se retrouvent, il y a de l'aide et tout. Là, par exemple, on sait aujourd'hui, depuis cet après-midi, que tous les jeunes qui ont tué Mano ont tous un passé criminel ou de violence. Donc c'est pas un pur hasard. Je veux dire, la police doit faire son travail. Au lieu d'arrêter des gens qui sont innocents, des manifestants qui viennent protester, elle doit faire son travail. Et d'ailleurs, je remercie tous les policiers d'Israël. Mon frère est policier et je remercie tous les policiers d'Israël. Si vous dites qu'ils ont été condamnés, peut-être que le problème, c'est plus le problème de la justice israélienne qui n'ont pas condamné. Parce que si les policiers arrêtent ces gamins, mais finalement la justice ne fait pas grand-chose, c'est pas la faute des policiers. Non, c'est ce que je viens de dire. Donc en fait, quand on a aussi un gouvernement qui est contre les institutions et qui met aussi les citoyens les uns contre les autres, ben ça descend dans la rue. Et donc il faut une responsabilité politique, une responsabilité citoyenne, et évidemment traiter à la racine tout le problème de l'éducation. David, vous rebondissez sur ce même sujet. Oui, c'est un sujet extrêmement important. Et j'ai la chance de travailler dans des écoles, dans un lycée notamment, où sont des jeunes en difficulté, un lycée technologique. Et je peux vous dire, Marilyn, que ces jeunes-là, ils sont complètement, comme le disait Raphaël, désœuvrés. Il y a un gros problème d'éducation au niveau des parents. C'est souvent des familles qui sont ou de parents divorcés ou qui ont perdu les parents, donc ils sont seuls. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas comme modèle... Mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Je les vois tous les jours, ils n'ont pas comme modèle Itamar Ben-Gvir. Ils ont sur les trottinettes Al Capone, Scarface, ça c'est leur modèle. Ils fument beaucoup de shit, prennent beaucoup de cocaïne. Donc ça n'a rien à voir avec des modèles comme Itamar Ben-Gvir, qui sont des modèles religieux. Il y a tous les facteurs sont importants. Un facteur n'élimine pas un autre facteur. Il faut traiter, on a un gouvernement qui ne traite pas l'éducation. L'éducation, c'est les parents. C'est un grand problème. Des responsabilités. Moi, je suis parent de 2 enfants, je fais mon travail, moi, à la maison. Mes enfants, je les dirige. Ils sont encore petits. Ma fille a 8 ans et mon fils, il a 5 ans, mais je leur donne déjà des bases. Je leur explique. Vous leur donnez la base, mais vous n'avez pas le contrôle total de vos enfants. Après, moi, ça, il faudra l'apprendre. Moi, je ne vais pas parler. La société aussi est responsable. Yael Lerer et Rachel, on va poursuivre le tour de l'info après la publicité, mais il reste quelques minutes. J'aimerais vous entendre sur ce sujet, qui est quand même un sujet important, sur lequel on doit s'attarder ce soir. C'est très important d'en parler. Je commence avec vous, Rachel, sur ce sujet rapidement. C'est très difficile en tant que parent. J'ai moi-même des enfants, donc bien évidemment, c'est le rôle des parents de les encadrer. Mais bon, quand vous avez des enfants qui sont perdus, là, je rejoindrai. Je suis entre les deux, j'ai envie de vous dire. D'un côté, c'est à des parents de s'en occuper, mais quand vous avez des parents qui sont complètement dans le désarroi, abandonnés, vous avez aussi, ils ont besoin d'aide. Et donc, là, il faut d'un côté s'occuper des parents, les soutenir, mais faire de la sévérité et bien évidemment ne pas laisser ces jeunes qui sont des délinquants. Là, il y a eu un meurtre, on parle d'un meurtre, donc ce sont des délinquants, il faut les condamner et toute la sévérité qui se doit. Parce que malheureusement, ça fait partie aussi des drames que tout pays rencontre. Alors, on va continuer d'en parler juste après. Très sévèrement.
Yael, on va en parler juste après la publicité parce que je ne voudrais pas vous laisser que 30 secondes pour réagir à ça. On lance la publicité. Au retour de publicité, je reviens vers vous, Yael, pour réagir à ce qui s'est passé malheureusement à Petah Tikva et cette réaction du Premier ministre israélien hier en ouverture du cabinet. Voilà, on marque une courte page de publicité et on se retrouve dans quelques minutes sur le plateau d'i24 News. On continue de parler de ça, on continue de faire le tour de l'info et on passera ensuite au second débat de l'émission et on conclura cette émission avec l'interview de Lucas Moulard à l'occasion de la sortie de son documentaire tourné en Israël 2 ans après le 7 octobre. Restez avec nous sur i24 News. להשאיר חותם. מה זה אומר? כן, כן. להיות מפורסם. עוד מישהו? להאיר לעולם את הדרך. מתחממים. להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. יוריקה! אתה. להגיע הכי רחוק שאפשר. למתוח את הגבולות האנושיים. זה להשאיר חותם. מתחילים? יש הרבה דרכים להשאיר חותם. רובן מתחילות בטכניון. Leave a mark. Et si votre impôt sur la fortune immobilière vous permettait de sauver des vies? En soutenant le Magen David Adom, vous contribuez au financement d'ambulances, de matériel de secours et à la formation des équipes médicales sur le terrain. Votre don est déductible à 75% de votre impôt IFI. Agissez dès maintenant sur mda-france.org. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. L'art de vivre à Tel Aviv. Wildbox en redéfinit les standards. Wildbox, votre nouvelle adresse en Israël. L'art de vivre à Tel Aviv. Wildbox en redéfinit les standards. Wildbox, votre nouvelle adresse en Israël.
De retour en plateau sur i24 News, ça se débat toujours en compagnie de Marilyn Smadja, David Antonelli, Yael Lerrer à Paris, accompagné de Rachel Bourlier. Avant la publicité, on a dit qu'on continuerait rapidement ce débat, cette question sur ce drame malheureux qui a coûté la vie à un jeune Israélien massacré par une bande de sauvages, il faut dire la vérité. Yael Lerrer, on vous écoute à ce sujet. C'est juste, c'était pas un cas isolé. D'abord, aujourd'hui, on est arrivé à 100 mortes, 100 personnes qui étaient tuées par les violences internes en Israël et depuis le début de l'année. À 2022, il avait dans la même période 32 morts. C'est-à-dire on a triplé et les chiffres qui sont horribles. Et chaque personne qui est morte, que c'est une tragédie pas possible. Alors pour moi, et c'est lié au niveau de violence, c'est lié à ce qu'ils ont fait à Gaza, c'est lié au fait qu'on a tué 20 000 enfants à Gaza, qui ont fait beaucoup de crimes de guerre. Moi, je pense que les gamins, ils regardent des TikTok, ils voient les soldats israéliens qui tuent des personnes, et les violences, il devient quotidien. Et en plus de ça, parce qu'il avait une autre histoire. Non, je ne peux pas la qui était aussi un et ça c'est important. Il avait un Hatzor Glilith. Il y a chaque jour, c'est-à-dire dans les derniers jours, il avait à Beersheba encore un gamin éthiopien, un lycéen, qui était tué encore une fois par une bande de jeunes, on n'a pas parlé, c'est-à-dire Netanyahou, tout un coup, en hébreu on dit Boker Tov Eliyahu, tout un coup Netanyahou, il a remarqué qu'il y a un problème de violence et de mort. Mais il avait une autre histoire, et dans les derniers jours, à Hatzor, c'était un gamin arabe qui habite. C'est tout lié, c'est-à-dire le racisme à l'intérieur. C'est pas par hasard que les gamins à Petah Tikva et que les gamins à Beersheba, ils sont tous éthiopiens. Et c'est des gamins qui travaillent pour aider la famille. C'est juste, c'est déchirant. C'est déchirant. C'est déchirant. Et tout ça, quand on a un ministre et de la police, c'est-à-dire Ben Gvir, qui diffuse encore d'armement. Non. Et on a une violence qui arrive partout. Alors, quand la violence devient une norme... Il y a un tunnel. Il faut partager la parole. Rachel. Il faut partager la parole. Juste une minute rapidement. Rachel. C'est juste, moi je pense que le vrai problème est économique en fait. C'est des familles qui ont absolument, c'est des familles qui doivent être complètement dans la misère. Les enfants sont laissés livrés à eux-mêmes. Et le problème est là. Il y a aussi ça. Il y a des familles qui sont dans la misère totale en Israël. Et les enfants, tu l'as soulevé toi-même, ces jeunes, eux, travaillaient. Et ben, les autres, peut-être, viennent de familles les personnes totalement... qui étaient tuées. Exactement. Les enfants qui ont été tués travaillaient. Et peut-être que ces délinquants, eux, viennent de familles qui sont très démunies. Et le problème vient de là. C'est un drame que cette délinquance, et il n'y a pas de mots là-dessus, mais le problème vient de là. Rachel, une misère, et la délinquance vient souvent de là. Rachel, le problème de Yael Lerrer qui est juste à côté de vous, c'est que même la violence dans le monde entier, c'est à cause d'Israël, c'est à cause des Juifs, c'est à cause de Ben Gvir, c'est à cause de moi, c'est à cause de... Le problème, c'est qu'il y a, je crois, une vision de Mme Lerrer d'Israël qui est complètement assez surprenante. Parce que je crois que vous détestez Israël à un point que finalement la violence, d'où qu'elle vienne, c'est la faute d'Israël. C'est une option. C'est une option. David, vous avez la parole, vous gardez la parole. On va parler de l'Iran. C'est le tour d'info. On avance le tour de l'info. Très bien, très bien. Okay, un article de nos confrères du média d'information américain Axios. L'Iran a présenté aux États-Unis une nouvelle proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin à la guerre. Les négociations sur le nucléaire seraient reportées à une phase ultérieure. On voit l'article de nos confrères d'Axios s'afficher à l'écran. Que pensez-vous de cette proposition iranienne, David ? Si bis pacem parabellum, on disait dans les temps anciens. Donc, je crois que tout ce qui vient de l'Iran est mensonge, bien évidemment, et c'est une stratégie de leur part, bien sûr, parce qu'ils sont dans un jeu d'échecs pour tromper Israël et pour tromper les États-Unis, bien évidemment. Maintenant, c'est à Israël et aux États-Unis, et je pense, je l'espère, qu'ils sont suffisamment intelligents pour ne pas se laisser bluffer et faire ce qu'il faut aussi avec eux et terminer le travail, je l'espère. Yael,
Votre information, on fait un tour rapide puisqu'on a pris un peu de retard. Yael, une kippa ornée des drapeaux israéliens et palestiniens m'a valu une arrestation. Voici pourquoi je la porte. C'est le titre d'une tribune publiée par Alex Sinclair sur le site de Haaretz. Vous aviez envie de parler de cette affaire ce soir, ma chère Yael. On vous écoute. En fait, imaginez-vous un juif qui porte un kippa de n'importe quel pays dans le monde est arrêté par la police à cause de son kippa. On les déchire les kippas et on les rend les kippas et déchirés après et quelques heures dans les commissariats. Les mêmes polices dont on vient de parler, qui ne fait rien contre les violences, etc., qui ne fait pas assez, immédiatement, il y a un citoyen qui appelle, en disant qu'on est en Allemagne l'année 30, on appelle et il y a une personne qui porte un kippa, qui ne j'aime pas, dans mon café. Et la police arrive tout de suite. Et la police pense un drapeau palestinien, c'est un drapeau qui est tout à fait légal. Et si on cherche sur l'Internet, on trouve des photos de Netanyahou avec Mahmoud Abbas, avec les drapeaux israéliens et palestiniens. Mais pour les policiers en Israël, qui arrivent tout de suite, qu'on arrête la personne, et monsieur Alex Sinclair, et lui, c'est un professeur à l'université hébraïque de Jérusalem. C'est un immigré britannique qui s'est installé en Israël. Et lui, il se définit comme sioniste, il est pour la paix, et on l'arrête comme ça. On l'arrête, on prend son téléphone, et on déchire et son kippa. Évidemment, on n'en parle pas. Imaginons les mêmes histoires en France contre un juif. Imaginons. Tous les médias. Ben on en parle ce soir. Les premières pages. On en parle ce soir. Acte antisémite. On en parle ce soir. C'était dans tous les médias israéliens. Non, mais on parle presque pas. Non, on parle presque pas. Vous n'avez pas seulement oublié les Israéliens et que les victimes que nous sommes. Vous avez oublié les Hébreux, lisez les journaux israéliens. Moi, je lis tous les journaux israéliens et je regarde toute la chaîne de télé israélienne. Il avait répondu partout. Et ce soir, on en parle ce soir. Désolée, moi je suis sûr que la grande majorité des téléspectateurs, ils n'ont jamais entendu de cette histoire. Ça n'aurait pas dû être. Mais moi, j'ai une question à poser, Raphaël. J'ai une question à poser, parce qu'on parle de symboles, de drapeaux. Moi, je vous dis, en 39-45, il y aurait quelqu'un qui promène dans la rue en disant, avec un drapeau nazi et un drapeau français, en disant, moi, je suis pour la paix. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Mais c'est quoi le drapeau palestinien? De quoi on parle? C'est quoi l'OLP? C'est quoi dans sa création? C'est un drapeau qui représente le terrorisme. De quoi on parle? Ce sont des gens qui veulent détruire Israël. On va faire croire que cette personne-là, elle avait la kippa sur tête et voulait la paix. Mais de qui on se moque? S'il y a quelqu'un... C'est son opinion. Moi, je suis autant choqué de voir ça que demain... Non, il n'y a pas de coopération militaire. Il n'y a pas de coopération militaire. Pour moi, c'est un drapeau qui représente le terrorisme. Moi, je ne l'aime pas, mais il y a une coopération militaire avec l'OLP. Mais n'empêche, le drapeau palestinien, non seulement il n'est pas interdit en Israël, mais comme l'a rappelé Madame Lehrer, David, c'était devant mes propres yeux. J'étais à l'enterrement de Shimon Peres sous la tente, et il y avait Mahmoud Abbas qui serrait la main à Netanyahou et sa femme, donc Sarah, qui l'a invité, qui lui a dit nous vous inviterons prochainement dans notre cuisine. Et comme on l'a dit, si on regarde sur Google, Internet, on verra plusieurs Israéliens. On a passé de l'eau sous les ponts. Ce n'est pas le drapeau du Hamas, le drapeau palestinien n'est pas de l'autorité palestinienne, n'est pas le drapeau du Hamas. Donc c'est pas un drapeau palestinien interdit en Israël. Abou Mazen fait partie. Abou Mazen, je rappelle. Marilyn, on parle d'Abou Mazen. Abou Mazen, son nom de terroriste. Il faut rappeler la thèse qu'il avait faite dans ses études en Russie. Il avait dit que. On peut rappeler plein de choses. Vous le savez, c'est ce qu'il avait dit sur le Shoah. Les processus de paix et les échecs des processus de paix. Les attentats de Munich, c'est qui? C'était le Hamas, les attentats de Munich. Vous ne donnez pas les faits, David. Non, mais attendez, le drapeau palestinien n'est pas interdit en Israël. Non, mais il devrait l'être. Il peut porter une kippa avec le drapeau israélien. L'OLP, excusez-moi, c'était des terroristes. C'était des terroristes, l'OLP. Il ne faut pas déformer l'histoire. Non. C'est pas que non, l'ensemble des Palestiniens ne sont pas que des terroristes. Quand on prend l'OLP. Ah, mais l'OLP, c'est autre chose. De qui on parle? De qui c'est qui a créé ça? Qui a inventé ça? Revenir à l'OLP, c'est indiscutable. Oui, mais qui c'est qui a inventé le drapeau palestinien? On parle de maintenant d'un professeur
israélien qui est pour la paix avec les Palestiniens. Il y en a beaucoup en Israël. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Il ne faut pas mettre un symbole de terrorisme sur sa tête. Mais il fait ce qu'il veut, c'est la liberté d'expression. Moi, j'ai dit ce que je veux aussi. Moi, oui, c'est ce que j'ai dit. Vous dites ce que vous voulez, mais il ne doit pas être arrêté par la police. Ça, on est d'accord. On avance. Rachel, votre information, on va faire très vite le prochain face-à-face. Un article de nos confrères du JDD. Mathilde Panot a finalement infléchi la position de LFI après avoir envisagé de boycotter la réunion organisée par le gouvernement concernant le projet de loi contre l'antisémitisme. La chef de file des Insoumis a annoncé dimanche que son groupe y prendrait part. On va y aller parce qu'on a des choses à dire, a-t-elle déclaré sur France Info. Qu'est-ce que la France Insoumise a à dire sur l'antisémitisme selon vous, Rachel, en 1 minute, s'il vous plaît? Bah écoutez, j'aimerais bien, ça m'intéresse, j'aimerais bien découvrir ce qu'ils ont à nous dire. Ils arrivent toujours après la bataille, donc c'est intéressant. Alors, apaisement, passivité, je suis curieuse de découvrir ce que Mathilde Panot va nous sortir de son chapeau. Sincèrement, je ne suis pas très optimiste. Je pense que ça va nous piquer. Ça va un peu nous agacer. Mais bon, écoutez, on a l'habitude avec LFI. Ils vont nous trouver une petite phrase bien percutante. Merci à tous les quatre pour ce tour de l'info un peu plus long que d'habitude, mais les sujets étaient très importants, très intéressants. Voilà. Les anciens premiers ministres Naftali Bennett et Yair Lapid ont annoncé hier qu'ils se présenteraient ensemble aux prochaines élections sous la bannière d'un nouveau parti politique nommé Ensemble, Beyachad en hébreu. Cette union a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé 7 questions aux débatteurs du soir. Une question assez simple. Naftali Bennett et Yair Lapid feront-ils tomber Benyamin Netanyahou? Marilyn Smadja a répondu oui. Rachel Bourlier a répondu non. SAS Débat saison 1, épisode 72, face à face numéro 2. Allez, c'est parti. Marilyn, vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Rachel, vous écoutez bien les arguments de Marilyn et vous enchaînez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt? Yes. Allez-y, Marilyn, c'est à vous. Oui. Donc d'abord, je représente le collectif Raison Gardée Israël. On est de droite, de centre et de gauche. Et donc, nous ne prenons pas parti pour aucun parti politique en Israël, que ce soit celui de Netanyahou ou de Bennett, etc. Nous défendons en fait une vision. Ce que nous voulons d'Israël dans 5 ans. Nous voulons un Israël plus solidaire, plus fort, plus juste, plus égalitaire. Et donc, soyons clairs, Rachel, si vous dites, par exemple, que prédire la victoire de Netanyahou aujourd'hui, c'est d'ignorer tout ce qui s'est passé le 7 octobre et après le 7 octobre. Parce qu'Israël a fondamentalement changé après le 7 octobre. Les citoyens ne pensent pas la même chose. La prochaine victoire, à mon avis, à notre avis, sera la victoire pas seulement d'un homme, mais d'un rassemblement de plusieurs partis qui vont conduire à pas seulement des discours charismatiques ou des promesses non tenues sur la victoire totale ou de nous cacher les problèmes de santé, mais justement de faire une commission d'enquête, de faire toutes les choses qui sont nécessaires pour Israël. Merci beaucoup. Ni de 30 ni de droite, mais tout de même pas très copine avec cette coalition, celle qui est en place. Encore une fois, je vais bien être très précis pour Raison Garder Israël. Comme justement nous sommes modérés et pas aveugles, ni par un homme, ni par un parti, ni par qui que ce soit, quand il y a des bonnes choses, nous les disons. Et nous le disons, par exemple, les bonnes choses sur les acquis militaires, etc., y compris de l'actuel gouvernement. Et quand il y a des choses à critiquer, nous le disons aussi. Rachel, vous aurez un peu plus d'1 minute si vous voulez. Allez-y, c'est à vous. Alors, le mirage Lapid-Bennett, pourquoi ce mariage de façade? Cette union ne suffira pas. Eh bien, soyons lucides, 2 minutes, on veut rejouer le scénario de l'alliance du renouveau, mais en politique et surtout en Israël, on sait très bien que 1 + 1 font rarement 2, et ce n'est pas parce que l'on met 2 noms sur une affiche qu'on va créer une alternative crédible. Donc c'est un mariage de raison, de façade dépourvu de fondement idéologique. On l'a déjà vu en 2001, mais comme l'a très bien dit Marilyn, eh bien le pays a changé. Les Israéliens ne sont pas dupes de ces alliances dont le ciment a seulement pour but
tout sauf Bibi. La réalité est plus brutale en Israël, qui traverse une période de tensions existentielles. Dans le nord, avec les tensions avec le Hezbollah, la menace directe de l'Iran, avec le bourbier toujours de Gaza, la seule alternative pour Israël, moi je ne vois qu'une personne, c'est Benjamin Netanyahou. Israël n'a pas besoin d'un laboratoire d'expérimentation politique. David Antonelli, d'accord avec Marilyn ou avec Rachel, même si j'imagine que nos téléspectateurs ont déjà la réponse. Bien évidemment. Oui, bien entendu, je rejoins ce qu'a dit Rachel sur ce sujet-là, Raphaël. Les Israéliens ne sont pas dupes, on n'est pas dupes. On se souvient de ce qu'a fait Naftali Bennett, qui était pourtant censé représenter à une certaine époque la droite sioniste, religieuse, qui est allée sur son propre intérêt pour faire tomber justement ce gouvernement jusqu'à s'allier avec la gauche, l'extrême gauche et les partis islamistes. Et ils seraient prêts à le faire, il ne faut pas l'oublier. Vraiment, j'invite tous les Israéliens, ils le savent pertinemment, ils ne seront pas dupes parce que justement, on est un pays, on a ouvert les yeux, on est en guerre, on est à l'affût de tout. Et donc, les Israéliens ne se feront pas tromper. Ces alliances-là n'ont qu'un seul but, c'est faire tomber Bibi. Et il n'y a aucune perspective, justement. On a besoin de stabilité, de sécurité, d'un gouvernement fort et non de personnes qui s'allient de tous les courants juste pour faire tomber un homme. C'est ridicule et ça ne vaut rien du tout. Yael Lerer, est-ce que vous êtes plutôt du camp tout sauf Bibi, même si c'est pour avoir Naftali Bennett ou Yair Lapid comme Premier ministre? J'imagine que ce n'est pas tellement votre tasse de thé, ni Lapid, ni Bennett. Évidemment. Et moi, je pense d'abord qu'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est Bibi, Ben-Gvir, Smotrich. C'est cette coalition qu'il faut faire tomber. Et ça, c'est une priorité absolue. Et ça, je pense que tout le monde est dans la gauche, y compris les partis arabes en Israël, les Palestiniens citoyens d'Israël. Le Hamas tout le monde est convaincu que ce qui se passe maintenant, c'est une catastrophe inédite. Et il faut vraiment... Mais l'alternative pour vous, avec Naftali Bennett qui venait du sionisme religieux et Yair Lapid qui dit que la Judée-Samarie c'est tout de même Israël, c'est pas votre tasse de thé, vous préférez quelqu'un d'autre quand même. Non, moi évidemment je préfère quelqu'un d'autre. Évidemment, moi je préfère un autre régime. Moi je préfère qu'il n'aura pas un apartheid du Jourdain à la mer et qu'il aura élection pour tout le monde. Et un État ou des États, c'est ça ce que je préfère. Mais maintenant, on a une situation, c'est comme en France. Et devant Marine Le Pen, devant les Front National, il faut réagir ensemble. Et moi, je pense que c'est la gauche et le centre ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement la position des LFI. Mais moi, je pense que quand on a un vrai danger d'extrême droite, il faut être contre. Mais par contre, hier soir, j'ai vu les conférences de presse de Bennett et Yair Lapid et j'étais choquée. J'étais choquée parce que Bennett, en fait, il n'y a rien de nouveau. Bennett, il a travaillé avec Netanyahou. Et il était la tête des Moetzet Yesha, c'est-à-dire c'est l'association qui rejoint les maires dans en Judée-Samarie, Cisjordanie occupée, les maires des colonies. Et lui, il avait, dans la fin de l'année 90, il avait les programmes Bennett, qui c'est très similaire des programmes Smotrich pour annexer les anciens. Alors, et lui, il n'a pas changé, malheureusement. Rapidement, Marilyn, est-ce que vous comprenez le cheminement idéologique de Naftali Bennett, de la droite sioniste religieuse au centre, avec des alliances aujourd'hui, avec potentiellement Yair Golan et, encore une fois, les listes arabes avec les minorités palestiniennes, israéliennes, comme le dit Yael Lerer? Comment on peut passer de ça à ça en quelques années comme ça? Comment c'est possible? D'abord, quand on voit l'intérêt d'Israël, on voit la solidarité et l'unité. Vous dites pas qu'il pense à lui plutôt? Non, mais c'est pas l'uniformité. C'est exactement comme raison gardée. On n'est pas d'accord, mais on n'est pas capable de faire. On est capable de faire. Moi, je vous pose une question. Il y a quelque chose on est au-dessus des égaux, on est au-dessus d'un homme, on est au-dessus d'un parti, on est au-dessus de donner priorité à une politique plutôt qu'une autre. 2 secondes, j'ai pas terminé. Il faut voir une vision. Elle est très simple. On parlait du sionisme. David, vous avez parlé du sionisme. Moi, pour nous, le sionisme, aujourd'hui, c'est l'enrôlement pour tous. C'est une commission d'enquête générale, nationale et indépendante. C'est de traduire les victoires militaires en victoires diplomatiques et politiques. Et donc, il faut un gouvernement de réparation avec tout le monde. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est un mot. Je trouve que c'est un mot qui est catastrophique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est de la communication. Je vais vous expliquer. Non, c'est pas de la communication. Je l'ai dit depuis le 7 octobre. Ça n'a aucun rapport avec ce qui a été dit hier. Ça fait 2 ans et demi que je le dis. Marilyn, laissez-moi réagir. On va parler purement de communication politique. Je ne vais pas me mouiller de savoir où je me positionne.
positionne, loin de là. Mais juste de communication politique. Je trouve ça absolument détestable. Ce mot de réparation, de guérir, de on va soigner la société israélienne. On dirait un grand gourou. Monsieur, il arrive, il part en conférence de presse. Ça fait 2 on va ans et vous demi que je soigner. le dis, Raphaël. Non, mais il disait ça avant. Tous mes discours. Mais je ne parle pas à la place de Bennett. Non, je suis une Israélienne qui a perdu des amis le 7 octobre. Je suis concernée au premier rang de ce qui se passe en Israël. Il disait ça avant même le 7 octobre déjà. Lorsqu'il a été élu, sa communication politique, c'était toujours on va soigner le peuple israélien, on va guérir le peuple israélien, on va réparer. C'était déjà avant, même quand il faisait la campagne, à l'époque où il s'est engagé à ne pas signer avec les frères musulmans. Je ne m'intéresse pas du tout à la communication de Bennett. Elle ne m'intéresse pas. Mais quand vous dites réparer, c'est pareil. C'est le mot de Bennett. Vous avez récupéré le mot de Bennett. Ce que je vous dis, c'est qu'en tant qu'Israélienne, je ne suis pas la seule à penser, c'est la majorité des Israéliens qui disent qu'il y a eu un gouvernement. Alors justement, on verra aux élections. Donc justement, espérons justement un gouvernement qui ne soit pas le gouvernement du 7 octobre, mais un gouvernement qui mettra Israël en priorité, au-dessus de l'ego, au-dessus d'un homme, au-dessus de tout. Regardez Israël devant. Lucas Moulard était en Israël il y a quelques mois pour le tournage d'un documentaire sur le 7 octobre. Le premier épisode est disponible depuis quelques heures sur YouTube. Je vous propose de regarder un court extrait. On en parle juste après dans l'interview du Tac au Tac. Vers 6h32, les sirènes se calment pas, les organisateurs décident de terminer la fête, de demander à tout le monde de rentrer chez soi. Aux alentours de 6h50, en l'espace de 30 minutes, les terroristes donc, du Hamas qui sont rentrés en Israël trouvent le Festival Nova. En fait, ils avaient le projet de conquérir le sud d'Israël, d'arriver le plus loin possible, mais le Festival Nova, ils ne l'avaient pas prévu. C'est-à-dire que vraiment, ils tombent sur cet endroit-là, pour le plus grand malheur, entre guillemets, des participants, parce qu'ils vont faire ici un vrai massacre. Ils vont ouvrir le feu sur tous les participants qui vont courir, qui vont essayer de s'enfuir par la route qu'on vient de passer. Bonsoir Lucas Moulard, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Vous étiez ici en plateau avec Myri Maman il y a quelques mois. Racontez-nous le cheminement entre cette interview en plateau sur i24 News avec Myri Maman et la sortie de votre premier épisode de ce documentaire. D'accord. Alors, déjà, je tiens à rectifier, c'est pas un documentaire sur le 7 octobre, mais sur la société israélienne. Juste le premier épisode traitait du 7 octobre, mais on va parler de divers sujets qui vont pas forcément tourner autour du 7 octobre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement de la post-production, de l'organisation. Ça a pris un peu de temps parce qu'on a changé un peu la tactique. Au départ, je souhaitais faire un documentaire de 52 minutes pour potentiellement le revendre à la télévision en France sur des plateformes de distribution cinématographique, de séries, etc. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte que dès que ça parle d'Israël, c'est compliqué. Mis à part une chaîne, par exemple CNews ou autre, où potentiellement ça aurait pu être possible, c'était un peu compliqué, donc c'était bloqué. Après, il y a eu des problèmes de financement, etc. Donc, c'est beaucoup de travail. Et au final, je me suis dit que faire une série, ça permettait aussi de développer chaque aspect, chaque thématique qu'on avait abordé tout le long de cette production. Est-ce que ce documentaire, il n'arrive pas un peu aussi comme une piqûre de rappel, alors que le monde semble avoir oublié le 7 octobre ? Bien évidemment que ce ne soit pas le thème principal, mais vous parlez de la société israélienne post-7 octobre. Est-ce que vous sentez dans votre entourage peut-être que c'est un événement qui a été totalement occulté par tout ce qui s'est passé par la suite, et là, vous arrivez quelques années après avec cette piqûre de rappel ? Alors, effectivement, le 7 octobre, mais déjà, ça date pas d'aujourd'hui, que c'est un événement qui a été atroce, qui a été mis sur le côté. Franchement, en Occident, il y a une compassion, 2 semaines, 3 semaines, et après, tout de suite, il y a eu les mouvements pro-palestiniens qui ont complètement éclipsé le début, la raison du début du conflit armé à Gaza. Donc, effectivement, dès le départ, il y a tout de suite eu un manque de compassion. Et là, maintenant, 2 ans et demi, n'en parlons pas. Donc, effectivement, cet épisode me tenait vraiment à cœur parce que c'est aussi un travail de mémoire, une piqûre de rappel, et je pense que c'est important. Lucas, si vous avez en 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs d'aller sur YouTube ce soir, de ne pas regarder je ne sais pas quoi à la télévision, d'aller sur YouTube ce soir, de regarder ce premier épisode, allez-y pour les convaincre. Venez tous regarder cet épisode sur YouTube. Ce qui est bien, c'est que déjà, c'est très émouvant. Il y a des témoignages qui sont poignants, qui sont intéressants à écouter. C'est aussi
une vision personnelle d'un non-juif, d'un Français qui est venu en Israël et qui apporte aussi une vision qui est différente, qui n'est pas partisane, qui n'est pas concernée. Et je pense que c'est aussi une série documentaire qui peut parler au plus grand nombre et ça peut être intéressant, je pense, pour vous d'avoir une perception, une vision de la situation qui change. Voilà. Merci beaucoup, Lucas Moulard, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les 24 News. J'ai personnellement regardé le premier épisode de ce documentaire avant, évidemment, de préparer cette interview. Je le recommande à tout le monde. Allez-y. Il faut booster ça sur YouTube afin que beaucoup de personnes puissent avoir accès à ce documentaire lorsqu'ils vont sur YouTube et qu'on leur suggère du contenu. C'est important, il faut soutenir ce genre d'initiative. Merci beaucoup, Lucas Moulard. Ainsi s'achève cette émission. Pas de carte blanche de Julien Lassalle parce que vous avez été trop bavard ce soir, mais c'est pas grave. On va la poster. Les sujets étaient très importants. Évidemment. Et que c'était bien que vous ayez justement mis des sujets extrêmement importants. Je suis d'accord avec vous. Vous allez retrouver Julien Lassalle, on va mettre sur le compte Instagram d'I24 News, comme ça. Au moins, il n'aura pas envoyé sa carte blanche pour rien. Et d'ailleurs, elle est très, très drôle. David Anthony, merci. Marine Fadja, merci. Rachel, merci. Yael, merci. Bonne soirée à tous.